Bonsoir à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Nous sommes bien sûr le mercredi 15 juillet 2020. Merci une fois encore dans votre émission Covid-19 à vos questions. Nous allons débattre avec notre invité de ce thème. Un cas de contamination intra-utérine confirmé selon une étude. Professeur Mounerou Salou fera le plaisir de répondre à toutes nos questions. Il est bien sûr bactério-virologue à la faculté des sciences de la santé à l'université de Lomé. Bonsoir, professeur. Mathieu, bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. L'actualité Covid, tous les jours que le bon Dieu fait, on en débat toute la semaine pratiquement. Une information selon laquelle les cas de contamination sont maintenant diversifiés. On parle d'un cas de contamination intra-utérine. Justement, il s'agit de quoi quand on parle de cas? Oui, il y a quand même pour certains virus où on peut noter la transmission de la mère à l'enfant. À l'enfant. Surtout ici, in utero, comme c'est dit, donc intra-utérine, de la mère au fœtus, oui, dit-on. Et effectivement, au début de la maladie, on a pensé que c'était peut-être possible, mais attendons pour voir. Et quelques études, quelques données commencent à faire cas de cette transmission-là. Mais bon, les choses continuent, il faut bien les affiner. On a, pour peut-être citer la dernière étude, cette semaine, il y a eu la conférence virtuelle sur le VIH-Sida. Oui. Et il y a eu une session consacrée à Covid-19 où il a été rapporté aux États-Unis un cas, je suis une dame présentant une comorbidité, d'ailleurs une femme diabétique qui a donné naissance à un prématuré qui est elle-même infectée, et donc on a cherché à comprendre. L'enfant aussi était atteint, mais bon, les choses se sont bien passées pour cet enfant. Il y a aussi des cas italiens, des cas chinois qui sont rapportés. Même aujourd'hui, je suivais un peu encore la littérature au Pérou. Bon, les cas commencent à être décrits. Et nous avons parmi les personnes infectées dans nos pays aussi des femmes enceintes. Bon. Mais ces cas-là ne sont pas encore constatés dans nos pays, non? On n'a pas fait de diagnostic in vitro à la recherche du virus. Pour s'assurer. Oui, parce que même dans certains cas comme en Italie, où on a parlé d'IgM, certains scientifiques n'étaient pas rigoureusement pour. Mais bon, pour nous autres, le plus important, c'est que, comme nous disons, il va falloir s'habituer à vivre avec le virus. Et si ce n'est pas un virus qui a des effets tératogènes, s'il n'y a pas de malformation sur le nouveau-né et qu'il recouvre la santé, qu'il se porte bien, c'est tout notre défi. Parce que vous avez des virus pour lesquels la vaccination existe aujourd'hui, mais comme un virus, le virus de la rubéole, par exemple, où les enfants naissent avec des malformations, avec la perte de la vue ou d'autres, perte de l'audition ou des cardiopathies, ainsi de suite. Donc, la transmission in utero pour certains virus, c'est pas, Covid n'est pas le premier virus qui a amené à ce genre de cas. Ça existe depuis. Il y a quelques virus et parfois on a quand même des transmissions aussi verticales de la mère à l'enfant à la naissance. Lorsqu'on coude le cordon ombilical, que le sang est échangé. Mais ici, il s'agit beaucoup plus, si on veut raisonner, de ce que le fœtus puisse avoir des récepteurs, des cellules au niveau du fœtus qui ont des récepteurs pour le virus. Puisque quand vous regardez la transmission de ce virus, c'est plus la sphère ORL qui est concernée, mais le virus peut être dégluti et donc éliminé dans les fesses. Mais c'est des études qui continuent. Voilà un peu le tableau à ce jour. Oui. Puisque d'aucuns disent que faut-il peut-être laisser tomber les naissances, il faut éviter les grossesses en 7 ans de Covid. On se dit, mais si Covid va durer des années, est-ce que c'est faisable, tout ça là? Non, n'allons pas vite en besogne. En tout cas, pour ce que nous avons lu sur ces études, tous les enfants se sont bien en sortis d'ailleurs. Donc, il n'y a pas péril en demeure. Voilà. Et le cas qui a sonné la lettre, c'est ce cas-là, c'est une femme présentant une comorbidité, qui était déjà un terrain
fragilisés. Fragilisés avec d'autres pathologies. Voilà, le diabète notamment. Parfait. Maintenant, au Togo, tout comme dans les autres pays de l'Afrique, comment évolue concrètement cette maladie-là au sein de nos maternités, avec nos femmes, nos soeurs, nos mamans? Comment ça évolue concrètement? Non, c'est à l'image de ce que nous avons au Togo. On a dépisté des enfants, des nouveau-nés porteurs infectés ici. C'est vite fait. Et ils sont dans la communauté et la mère peut transmettre le virus à son enfant. Si l'on ne respecte pas les mesures des règles d'hygiène hospitalière, à l'occasion d'un soin, peut-être. Mais nous n'avons pas rapporté, en tout cas au Togo, cas de transmission, j'allais dire, à l'hôpital. À l'hôpital. Pour l'instant, non. Mais... On avait évoqué quand même un cas là d'un enfant 2 mois. Oui, qui présentait des malformations. Des malformations, ok. Pour lequel la mère avait fait un peu le tour des structures de soins pour porter assistance à son bébé qui malheureusement est décédé après. Mais l'enfant avait des malformations même visibles et même des malformations. Lorsque les cliniciens ont poussé un peu leur recherche, il y avait d'autres tas. C'était un enfant qui était né mal formé. Donc c'est pas maladie à coronavirus qui en est enfin la principale pathologie à... Non. Parfait. On sait que dans les maternités, pour la plupart des pays en Afrique, on a quand même un effectif fou en matière d'accouchement, consultation et autres. Est-ce qu'il y a un soin aussi concret qui se fait en ce temps de Covid-19 pour éviter c'est les mesures proposées. C'est toujours la mesure barrière. C'est les mesures proposées, c'est tout en milieu de soins, le port de masques selon le degré de risque. Il y a pour certains endroits où c'est le masque chirurgical qu'il faudra porter, pour certaines activités de soins, c'est le N95 pour faire les prélèvements ou lorsque le risque est là, quand vous allez dans les structures de prise en charge. Si une femme, que je vous vois venir, si une femme venait être dépistée Covid-19, elle est référée dans les centres de prise en charge et je le dis, toute la problématique, c'est de comment on organise pour que finalement on puisse réaliser toute la suite des activités de soins en minimisant les risques de transmission. Le risque zéro ne va pas exister. Ça ne va pas exister vraiment. Donc il faut doubler beaucoup plus de vigilance. C'est surtout ça. Et avec les autres pathologies, il est bien vrai qu'on évoque le cas de cette contamination qui est intra-utérine, voilà. Ouais. Mais avec les autres pathologies, vous avez évoqué dès l'entame de cette émission du VIH/SIDA. Oui. Et comment est-ce qu'il y a de ces cas-là? Vous l'avez constaté? Oui, déjà, il y a des sujets vulnérables, en fait, ayant des comorbidités comme l'infection à VIH, pour lesquels le risque est beaucoup plus grave si le sujet venait être atteint. Mais ce n'est pas systématique. Un individu infecté par le VIH qui prend bien ses médicaments, qui a une bonne suppression virale, qui est comme un individu qui n'est pas infecté, si le système immunitaire est bien en place, c'est sûr que les conséquences ne vont pas être comme celui qui est infecté, qui est totalement immunodéprimé. Et c'est une maladie virale. Et toute maladie virale, toute infection met à contribution le système immunitaire. Et donc, si ce système immunitaire est défaillant, il va sans dire que la capacité pour l'individu infecté de répondre va être de très mauvaise qualité. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a quand même certains régimes alimentaires qui sont conseillés à ces types de patients? Non, nous n'allons pas faire de discrimination pour l'ensemble de la population. Il me souviens que l'université avait même publié une liste d'aliments devant renforcer. Voilà, le système immunitaire. Cela est valable pour tout le monde. Donc, ces gens-là ne vont pas suivre d'autres... Non, ce qu'il faut dire, c'est de renforcer les précautions pour ces personnes. Comme disons pour les personnes âgées, les mettre à l'abri de tout, j'allais dire, d'exposition
Voilà, se protéger, je le dis sur les antennes, on connaît des personnes âgées, je connais une vieille de plus de 80 ans qui a dit je ne reçois pas. Si vous voulez me parler, parlez-moi, mais avec la maladie qui circule en ce moment, je me préserve. Mais il nous appartient à nous d'apporter assistance Oui, à ces personnes-là. à toutes nos personnes identifiées comme étant vulnérables. Il ne s'agit pas seulement des personnes infectées par le VIH, mais c'est toutes personnes vulnérables. Je veux parler des enfants drépanocytaires. Nous sommes dans la période où il pleut, ils sont sujets aux moustiques, ainsi de suite. Vous avez à gérer pas mal de choses dans ce temps. Hein. Il y a, on est en saison pluvieuse. Voilà, donc il y a le paludisme qui est déjà là. Et il y a quand même le risque de maladies liées à l'eau, transmises par l'eau, comme le choléra. Donc, c'est la santé, il faut avoir l'approche globale de cette santé-là. Il n'y a pas que Covid. Nous devons mettre en pratique la prévention et la lutte contre toutes les autres maladies. D'ailleurs, il n'y a pas que Covid. Parce qu'on se dit, avec la maladie à coronavirus, est-ce que les autres maladies qui faisaient tristement mal parler d'elles-là seront toujours prises en charge, le traitement en fait sera toujours de mise? Je pense que la période un peu de trouble, nous avons navigué un peu en autre parce qu'on était tous inquiets, est passée très rapidement. Et c'est ce qui est bien chez l'humain, c'est de pouvoir tirer les leçons du passé avec ce qui est arrivé avec Ebola, surtout en Afrique de l'Ouest en 2014, où pour Ebola, les programmes, les systèmes de santé étaient préoccupés par Ebola et toutes les autres choses ont été délaissées. Comme les programmes de vaccination. Donc cette fois-ci, quand même, très rapidement, les autorités ont pris le taureau par les cornes pour que tous les autres programmes de santé puissent courir comme cela se doit. Si vous avez suivi l'actualité, les campagnes de vaccination ont été donc lancées et on continue à travailler en tenant compte du coronavirus. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, il faut qu'on ait... Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais il y a lieu d'être beaucoup plus responsable. Responsable, hein, et vigilant surtout. Et vigilant, sachant qu'il y a quelque chose de nouveau qui ne nous est pas favorable, qui s'est ajouté dans les problèmes de santé. Voilà. C'est surtout ça qu'il faut prendre en ligne de compte et intégrer. Tout ce tralala là, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Si j'avais la réponse, peut-être que je ne viendrais pas ici ce soir. Voilà, je vous dirais, bon, calmons-nous d'ici à 2-3 mois. Jusqu'à quand? Et il faut que nous redoublons de vigilance, d'efforts pour que ce qui est acquis ne puisse pas être perdu par l'insouciance des uns et des autres. Si nous suivons l'actualité en ce moment, vous voyez cette tendance à la deuxième vague dans des pays qui commencent à reconfiner encore. Et on se dit, mais est-ce que nous autres aussi, dans les pays, on voit des développements, on sera tenté de revenir encore dans cette case départ quand on essaie un peu d'analyser l'information dans ces pays-là qui étaient les premiers à être touchés. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que lorsqu'on a demandé aux uns aux autres de reprendre la vie, beaucoup ont intégré en donnant l'impression que le coronavirus était derrière et ont commencé à se comporter comme par le passé, avec un peu de négligence. Et très rapidement, on a été rattrapé. Vous voyez un pays comme les États-Unis où le taux d'infection est fortement élevé. Et nous avons lu il n'y a pas longtemps des jeunes qui défiaient le virus à travers une soirée. Une soirée pour voir qui va être le premier contaminé, va bénéficier. Voilà, et on a eu le premier décédé. Oui, qui a dit regretter avoir participé à cette rencontre-là. Et donc, c'est pour dire que... C'est la fougue de la jeunesse, hein, des fois. Oui, c'est la fougue de la jeunesse. Si nous nous fions un peu à ce qui se passe dans notre pays, dans les centres de prise en charge, l'âge moyen, c'est les 35 ans, ce n'est pas les personnes âgées. J'ai interrogé un collègue la dernière fois qui me disait, fort heureusement, toutes les personnes âgées qu'ils ont reçues, les personnes âgées s'en sortent très bien. Et donc, c'est les jeunes qui pensent, comme vous avez dit, la fougue de la jeunesse, qui pensent être très forts et inviolables, qui sont les plus fragiles.
Et je commence à dire, ce virus n'aime pas les défis. Quiconque a voulu le défier, il s'est montré à la hauteur de la défiance qui lui a été proposée. Vous avez vu au Brésil, le chef de l'État Avec Bolsonaro qui a été lui-même infecté. On a vu en Grande-Bretagne Boris Johnson dans le temps, au début, qui rapidement est passé aux soins intensifs. Et quand il est revenu, je crois que les choses ont changé en termes de stratégie de lutte. Et donc, il nous revient de préserver nos acquis. Nous avons fait des efforts dès les premières heures pour cette maladie en étant très disciplinés. Regardons sur la mesure. Il faut que les choses continuent. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des inquiétudes depuis que le couvre-feu a été levé. Et quand vous passez dans la ville, vous voyez un peu dans les lieux, j'allais dire, de récréation, et comment les uns et les autres se comportent. Mais c'est quand même compréhensible, non? C'est comme si on a casé des gens dans un enclos des jours durant. Je veux comprendre que ce soit compréhensible, mais en même temps, je veux rappeler que le mal n'est pas derrière nous. Si nous avions gagné la guerre, on aurait pu se comporter comme ça. Mais nous n'avons gagné qu'une bataille. Une bataille. Et donc, la prudence, comme vous avez dit tout à l'heure, la vigilance est de mise. Il faut donc... Que faut-il faire? On a vu l'allègement des mesures. Oui. Les cordons sanitaires ont été levés afin de permettre aux gens de vaquer librement à leurs occupations, que ce soit dans la capitale ou bien à l'intérieur du pays. Bientôt, on parle aussi de la réouverture des frontières dans l'espace CEDEAO. Et tout ça, là, on se dit, mais est-ce qu'il faut revoir la tactique de la riposte autrement, où on garde toujours ce que vous nous avez dit dès le départ, distanciation sociale, masque, porter systématiquement les masques et autres. Si vous avez suivi un peu la pédagogie du gouvernement, vous voyez que le port de masque a été rendu finalement obligatoire. Nous sommes allés crescendo. Il avait d'abord été recommandé pour le personnel soignant en milieu de soins, et après, il était fortement recommandé, et aujourd'hui, il est obligatoire. Et des sanctions sont même prévues. Entre-temps, c'est un fait qui fait parler ces 2-3 jours. Oui, mais... j'ai vu un reçu. Oui, moi aussi j'ai vu ce reçu. Vous avez vu ça? J'ai vu ce reçu. 3 000 francs. 3 000 francs. Mais ce n'est pas que 3 000 francs. Les choses sont bien spécifiées. Et lorsqu'il y a récidive, la sanction est plus... Comment on saurait que la personne est en train de récidiver? Bon, quand vous regardez le système qui gère Covid, il y a toute la participation de l'économie numérique derrière. Et donc, c'est facile. Aujourd'hui, même avec nos téléphones, vous convenez avec moi que nous sommes bien suivis. Parce que votre téléphone peut vous dire les lieux que vous avez visités sur l'espace d'un mois ou d'une année. Il suffit aujourd'hui de rentrer les données dans les systèmes qu'il faut pour que, très rapidement, si M. Mathieu a récidivé, qu'on puisse le savoir. Ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué. On sait quand même que, quoi qu'on dira, bien sûr... Je suis d'accord que ça va être compliqué, mais comme on dit, un homme prévenu... Vaut mieux que de l'amener pour la guérison, quelque part. Voilà. Mais il y a un débat qui se fait autour, bien sûr, du port de masque. Aujourd'hui, on se demande quand est-ce qu'il faut porter ce masque-là. Parce que dans la circulation, moi, j'ai pris le soin de regarder un peu déguisé en citoyen lambda pour vivre un peu cette actualité-là. J'ai gestionné quelques artères de la ville de Lomé, qui est la capitale, bien sûr, et dans les banlieues également, pour constater un peu ce qui se fait. Il y a d'autres qui l'ont descendu un peu au niveau des orifices du nez, et ils sont aussi interpellés. Bien sûr. Seuls sur la moto, dans leur voiture aussi. Est-ce qu'il ne faut pas, bien sûr, expliquer un peu? On sait bien sûr que cette force-là, la FOSAP, est bien sûr en train de faire un bon boulot avec le colonel Amana. On a quand même constaté un changement radical à ce niveau. Mais il faut aussi qu'on essaie de revoir pour éviter les excès, parce que ça risque d'amener à ce problème de couvre-feu qu'on avait vu. En même temps, M. Mathieu, il faut peut-être faire l'autocritique. L'autocritique, oui. Revenez à vous-même.
comme vous le dites, vous êtes dans votre véhicule, vous avez votre masque, pas que vous ne l'avez pas, mais vous ne l'avez pas porté, parce que vous êtes seul. Oui. Quoi de plus normal? Mais la seule chose que je veux, lorsque vous voulez poser le pied par terre, il faut remettre ce masque, parce que vous ne savez pas qui vous rencontrez. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, c'est que beaucoup de nos concitoyens ont le masque, mais ils ont oublié de le mettre. Maintenant, dans les feux tricolores, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Quand la personne est seule dans la voiture ou bien seule sur sa moto, Avec on la les vitre réclame. montée ou baissée. Bon, ça, Voilà. j'ai pas... Si vous j'ai êtes pas- isolé, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'êtes pas isolé et que... une Bon, moto- pour celui qui est dans la voiture, mais celui qui est sur la moto, naturellement, c'est son coq qui est la carrosserie. Donc, Oui, mais s'il y a quelqu'un à côté, Oui. si nous, là, cette émission, vous et moi, nous n'avons pas mis de masque parce que le principe de distanciation... on a dépassé les 1 mètre, on un est mètre, dans au 2 moins mètres, un voire mètre. 3 mètres. Voilà. Mais certaines personnes prudentes vous diront non. Avec Ouais. ce qui est décrit aujourd'hui, nous sommes dans un espace qui est confiné. Il faut Et mettre. il faut mettre le masque. Voilà. Il faut que nous disions la vérité. C'est-à-dire, on veut mettre en place tout système qui peut empêcher la transmission. Si je me protège, je vous protège. Vous vous protégez, vous me protégez. Et donc, tant qu'on peut utiliser ce masque, déjà, rigoureusement, lorsque vous êtes 2, 3 à un endroit, il faut que chacun ait son masque. Mais si vous êtes tout seul dans votre chambre, dans votre bureau, que vous enlevez votre masque, il n'y a pas de souci. Mais dès que quelqu'un toque à votre porte qui veut rentrer, moi, c'est ce que je fais. Vous mettez votre masque et vous recevez la personne. Parce que par moment, l'autre aussi peut ne pas avoir son masque. Mais il faut quand même qu'on essaie maintenant d'expliquer aux uns aux autres Oui. comment faut-il procéder. Quand on veut sortir, par exemple, ce qu'il faut Lorsque faire. vous voulez sortir de chez vous, portez le masque. C'est ce qui est dit. Et là, on a même peut-être, pour vous les journalistes, il faut que vous nous cherchiez des éléments dans les pays asiatiques où, avec la survenue d'épidémies antérieures, les populations ont pris l'habitude de porter le masque, surtout ce masque chirurgical. Oui. Dès qu'elles sortent de chez elles, elles mettent le masque. Aujourd'hui, normalement, avec les efforts qui ont été faits en termes de sensibilisation, il est plus acceptable de voir quelqu'un sur une place publique où il y a d'autres personnes et qui n'est pas le masque. Puisqu'on a des masques réutilisables, des masques artisanaux, on a des masques chirurgicaux, et tout a été mis à disposition pour faciliter l'accès à cet équipement de protection. On nous a demandé de nous laver les mains. Aujourd'hui, quand vous regardez à tous les points, il y a de l'eau et du savon, il y a du gel. Et des fois, même, on est dit, ben, à chaque minute, je me lave finalement les mains. On a dit, laver. Le port du masque aussi doit rentrer dans nos habitudes. Nous disons, comme la femme qui sort de chez elle avec son sac à main, ou comme nous tous aujourd'hui, nous sortons avec notre téléphone portable, ce masque-là, nous devons le porter et le porter correctement. Ça, nous avons évoqué il y a quelques instants ce qui se passe au niveau des feux tricolores. Oui. Mais dans les marchés, vous avez eu la chance, enfin... Oui, j'ai visité. C'est un réel problème, mais il faut saluer les efforts que font les élus locaux. Rappelez, moi j'ai déjà vu des scènes qui m'ont bien plu, où les éléments de la force anti-pandémique ont invité simplement, poliment, ceux qui n'avaient pas le masque à s'en approprier sur place chez le vendeur. Il n'y avait pas d'autres négociations. On vous indiquait juste le lieu où il fallait s'approvisionner pour l'utiliser. C'est difficile. Ça fait partie des grosses difficultés que nous avons, les marchés. Nous pensons que la sensibilisation continue. C'est vrai que quand on s'éloigne de Lomé, c'est ce qui est inquiétant. Et autour de Lomé, on a comme l'impression que tout l'effort qui est fait est vain. Les gens, il y a une lassitude, tout le monde commence à être fatigué. J'ai fait un petit tour, c'était tout récemment à Agbonou. Voilà. Nous sommes dans Atakwame. Voilà. On est à Atakwame. Voilà. Il est bien vrai que Madame le maire, Kouigan, fait quand même un boulot qui ne dit pas son nom, mais il y a toujours un laxisme en matière du port de ce masque-là. Ah. On se demande ce qui n'a pas entre-temps marché. Parce que j'ai pris le soin de sillonner ces localités-là. Non, c'est pas ce qui n'a pas marché. Et Paramlamé aussi, Palimé aussi.
C'est des adultes. Faire changer le comportement un adulte, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est surtout ça, ce n'est rien d'autre. Et nous sommes tous d'accord que c'est un effort que nous devons faire. Monsieur Mathieu, lorsque vous portez le masque, après 2-3 heures, vous avez envie de vous en débarrasser. 3 heures même, c'est... Voilà. Des fois, quand je jette un coup d'œil à gauche, à droite, je vois personne là. Je prends le soin de l'enlever pour quelques secondes. Pour souffler un peu. Ouais. Voilà. Mais il faut déjà l'avoir et il faut faire la bonne utilisation. Et je préfère finalement, au lieu de masque comme un Zorro, parler même de cache-nez pour que les gens comprennent que c'est le nez, la bouche qu'il faut cacher. Et ne pas porter la main sur ce qu'on dit le thé du visage, les yeux, le nez, quand je n'ai pas de masque, puisque la transmission à travers la main de beaucoup de pathogènes est connue. Là, c'est un exercice qui est difficile, mais il faut le faire. Il y a beaucoup de choses plus difficiles que porter un cache-nez que les humains arrivent à faire. Donc, c'est la circonstance, c'est le moment qui le demande. Si nous nous aimons, que nous voulons protéger l'autre et nous protéger, on est obligé de faire avec. De faire avec. Voilà, dans les transports aussi, hein, il faut qu'on en parle. Hein. Ah oui, vous voyez, dans les transports, c'est ce qui est demandé, c'est de porter ce masque. Et si on a déjà le masque, ce cache-nez-là, qu'on se lave régulièrement les mains, qu'on applique les règles de distanciation, on gagne beaucoup. On cite toujours l'exemple de ce que nous avons eu à Tocoin, où dans les premiers moments de cette épidémie chez nous, il y a eu 2 cas qui ont transité par des services de soins au CHU Sylvanus Olympio. Mais 42 personnes avaient été identifiées comme contacts. Mais une seule personne avait été infectée. C'était la seule qui n'avait pas porté le masque. C'est quand même édifiant. Et je voudrais rappeler à la population que les autorités sanitaires et les autorités même à l'échelle nationale n'ont aucun intérêt à faire subir des supplices, si le mot est juste, ce n'est pas trop fort, à la population. L'intérêt premier, c'est de protéger cette population-là. Et le Togo n'est pas seul dans ce choix de solution qui est proposé. Quand vous regardez, quoi qu'on dise, la finalité, c'est respect des mesures barrières. Distanciation, port de masque, lavage des mains, tousser dans le pli du coude, éternuer dans le pli du coude, ne pas se serrer les mains, éviter d'être attroupé. On est allé, c'était à 50, si vous vous rappelez, on est venu à 15, ainsi de suite. Oui. Voilà. Parce que je parle du transport parce que j'ai vu aujourd'hui que l'aéroport Blaise Ndiaye au Sénégal a commencé par aujourd'hui travailler. Selon le schéma proposé par la CEDEAO, le 1er juillet, c'était l'ouverture des vols intérieurs. Et il était souhaité qu'à partir du 15 juillet, les vols régionaux soient ouverts. C'est un mouvement d'ensemble. Donc le Togo peut commencer par avoir des vols étrangers. Attendons pour voir, cela est en projet. Je pense que sous peu, après quelques derniers réglages, moi ce que j'ai noté pour notre pays dans la gestion de cette crise, c'est qu'on se donne le temps de bien peser le pour ou le contre avant de faire la proposition. Et peut-être c'est cela qui explique que comparé aux autres pays, et modestie mise à part, qu'on s'en sort bien quand même. En termes de nombre de cas, en termes de tests réalisés pour 1000 habitants, nous ne sommes vraiment pas les mal lotis. Parfait. On a écouté la cellule Riposte qui était face aux professionnels des médias qui a annoncé qu'à partir de ce 15 juillet 2020, les universités officielles et publiques, et privées du pays vont commencer par travailler, dispenser des cours, là. Qu'est-ce qui est fait concrètement?
À votre niveau, à C'est- l'université de Lomé, Oui, mais les mesures qui ont été on a vu le proposées- professeur Koukoukou qui a rencontré Oui, quelques oui. têtes d'entre vous Oui, le corps pour prendre enseignant a le été pouls. invité Oui. pour partager et les séries de communication sur cette ouverture continue. Mais juste retenir, c'est s'arranger pour éviter des effectifs pléthoriques. Il faut respecter la distanciation dans les amphithéâtres. Et donc, comme déjà par le passé, ce n'est pas l'ensemble des étudiants qui se retrouvent au même moment à l'université. Il faut donc organiser cela. Il y a des facultés où les examens n'ont pas encore été réalisés. Il faut prendre toutes ces mesures de distanciation, organiser ces examens-là. Les établissements où on peut continuer en ligne, on va continuer. Et au besoin, s'il faut venir pour des cours en présentiel, il faut tenir compte du respect de cette distanciation-là. Un peu comme ce qui est fait déjà dans les établissements secondaires. Parce qu'on ne va pas déclarer l'année blanche. Donc, ça va démultiplier peut-être les effectifs, mais on n'a pas le choix. C'est vers ça qu'il faut aller. Il y a des filières où il faut compléter par des travaux pratiques. Il y a des établissements où, je me rappelle qu'en mathématiques, on nous disait il y a des démonstrations. C'est sur l'empire présentiel, entre l'enseignant et les étudiants, vraiment pour échanger. Et donc, vous comprenez que on n'a pas d'autres alternatives, mais il faut avoir l'esprit, la mise en œuvre, le respect des mesures barrières et que les parents, ça c'est l'autre aspect, puissent participer à cet effort. Parce que l'université mettra les moyens pour le respect des mesures barrières, se laver les mains, les solutions hydroalcooliques. Et si l'étudiant peut venir lui aussi avec son gel ou sa solution, cela va éviter déjà qu'on les délais les rende d'attente. Puisqu'il faut respecter, c'est beaucoup de disciplines à mettre en place. C'est surtout ça. Donc il y a un travail de communication qui va être fait aussi avec les porte-parole des étudiants, les représentants des étudiants. C'est surtout ça. Peut-être au niveau de la faculté des sciences, c'est encore aussi facile à peut-être à gérer. Ainsi, nous prenons par exemple la FASEG. Oui, c'est ce que je dis, FDS. avec les gros effectifs. Même avec les gros effectifs, il y a quand même, c'est des enseignants. Nous avons été formés sur la pédagogie des grands groupes. Cela existe. Comment distribuer l'apprentissage pour que les uns et les autres, de façon rotative, que l'ensemble des étudiants puissent en bénéficier. C'est de ce schéma-là qu'il faut aller en tenant compte des capacités au tiers. Il faut revoir les choses au tiers, au quart, pour s'assurer. C'est pour cela que je dis il y aura certainement beaucoup de répétitions. C'est-à-dire, un peu comme déjà par le passé dans nos établissements, il y avait la double vacation. À l'université, comme vous le dites, les gros effectifs. Il y avait des A, des B. Peut-être qu'on irait à des C, D. Mais attendons de voir que les spécialistes de ces écoles et enseignements-là puissent. Mais je suis convaincu que tout ce travail a été fait en amont. C'est suite à cela que la date du 15 a été proposée. Mais quand on essaie de suivre un peu l'actualité universitaire, surtout du campus universitaire de Lomé, on a comme l'impression qu'avec les cours en ligne, vous avez bien évolué, hein, vous avez bien fait un boulot aussi. Après, parce que j'ai écouté le président qui vous jetait des fleurs. On s'est débrouillé, on a été imaginatif. Et les étudiants aiment. Pour nous, notre expérience, pour notre part, les étudiants aiment bien. C'est vrai que le site officiel Reschool avait été indiqué pour le dépôt, la mise en ligne des cours. Et puis après, en attendant que tout le système soit bien nulé, mais avec les étudiants, on a trouvé des formules avec des réseaux sociaux sans publicité aucune, type Telegram, prend des gros effectifs. Vous pouvez déposer votre enseignement et vos présentations avec les commentaires qui y vont avec. Et puis, les étudiants les récupèrent. Vous pouvez échanger, comme vous et moi, nous sommes là à distance. Et ils peuvent même vous laisser des questions sur lesquelles vous pouvez revenir. C'est finalement des salles de cours qui ne sont plus limitées dans le temps. Voilà. C'est surtout ça. Vous avez un chapitre
qui, tous les jours, vous l'avez fini, vous avez révisé, mais on peut continuer par vous poser des questions. Est-ce qu'il ne vous manque pas, ces étudiants-là, ils ne vous manquent pas, hein? Mais bien, au début, Professeur c'était difficile. Salou aurait voulu voir. Non, au début, ces c'était. étudiants Oui, en devant, face. Au début, c'était difficile. Non, au début, c'était difficile. J'étais toujours. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que. C'est comme si vous parlez dans le vide, quoi. Voilà. Mais bon, on se rend compte quand ils posent des questions qu'effectivement, ils suivent. Ils suivent. Et puis bon, je crois que pour certains, même quand ils ne sont pas là, c'est-à-dire n'est plus obligé d'être à l'heure du cours de l'enseignant. Pour l'instant, mais bon, si on a commencé, on verra. C'est l'évaluation qui nous dira si les choses ont été bonnes, si nous avons été efficaces ainsi. Mais à les écouter, je pense que ça leur va bien. C'est pour le retour que nous avons pour l'instant. Ça leur va bien. Alors, ça, c'est pour les universités publiques, hein, le MECARA. Mais pour le privé, est-ce que c'est possible? Je pense que ça doit être possible. Je ne suis pas acteur du secteur privé en termes d'enseignement supérieur, mais je pense que les effectifs sont moindres que les effectifs de l'université. Et bien, quand j'ai écouté le porte-parole de ces établissements privés, je crois qu'ils sont engagés, ils sont dans cette dynamique et il n'y a pas de raison que cela ne marche pas. Pour nous, c'est notre point de vue. Donc, on doit avoir le cœur tranquille, hein, Oui, pour la reprise des activités. Mais vous n'avez pas commencé finalement aujourd'hui. Ça va encore prendre quelques jours? Oui, bon, moi j'étais à la faculté, je viens de la faculté. On continue pas à travailler avec nos étudiants. Il y a des travaux de nettoyage aussi qui sont en cours depuis le début de la semaine. Ça fait déjà 3 mois, hein, ces bancs et autres là. Voilà, donc il y a tout ça. Il y a l'établissement même qu'il faut, un peu comme à la rentrée, tout doit être tout beau, propre. C'est à cela que les autorités universitaires s'attellent en ce moment. Mais les étudiants sont déjà dans la dynamique de la reprise. Parce que nous avons recommencé, il y a des activités qui sont faites, le personnel administratif a repris il y a longtemps. Est-ce que ce n'est pas le moment peut-être d'adopter les deux méthodes, les cours en présentiel et puis en oui, c'est ce que nous ligne, disons. surtout quand on parle de LMD, c'est aussi ça. Hein? Oui, mais c'est ce que le coronavirus nous apporte qui est intéressant. Et que nous devons garder toute cette dynamique que vous avez suivie. Je ne veux pas me fier seulement à l'université. Vous avez vu comment... Même nos réunions, nos rencontres, même pour nous qui sommes bien sûr dans les médias, des fois tout se fait pratiquement. Aujourd'hui, si ce n'est pas les émissions en direct, tout ça là. On règle beaucoup de problèmes. Nous a appris à vivre autrement. Et il faut que nous tirons tout ce qui est positif de la survenue de cette pandémie. Parce que ça a été l'occasion peut-être qu'on traînait les pas un peu à aller vers la mise en ligne. Peut-être qu'on n'est pas peut-être à 100% en ligne, mais on a déjà fait un pas. Et comme je vous l'ai dit, les étudiants, en tout cas moi j'étais agréablement surpris, ils nous ont dit non, ça nous va. Mais c'est l'occasion, comme vous le dites. Alors, d'aucuns parlent aussi, bien sûr, de la prise en charge, Oui. de la prise en charge au niveau des concitoyens qui sera, bien sûr, payante dans les jours qui viennent. Vous attestez cette information-là? Parce que même si cette information n'est pas donnée, à un moment donné, si nous devons vivre avec la maladie, il faut dire les choses clairement. Oui. La gratuité tue la gratuité. Derrière la gratuité, il y a quelqu'un qui paye. Vous êtes d'accord? Vous convenez avec moi que derrière la gratuité, il y a quelqu'un qui paye. C'est vous et nous qui payons. Voilà. Donc, à un moment donné, et je crois qu'il est important que nos concitoyens sachent ce que coûte un dépistage, qu'est-ce que coûte la prise en charge d'un cas totalement asymptomatique à l'État, qu'est-ce que cela coûte lorsqu'on a des signes, une symptomatologie mineure, un cas grave coûte combien, et que n'oublions pas, je vais un peu toucher, nous sommes assurés pour beaucoup. Et des assurés coûtent. Si vous êtes malade, si nous devrons être amenés à vivre avec, à un moment donné, il faut voir la réalité en face. Il faut voir la réalité en face, sinon on ne sera plus capable d'offrir. Donc, dans les jours qui viennent, on sera obligé de passer à cette étape-là. Hein? C'est possible.
C'est possible. Nous ne sommes pas décideurs, nous autres. Oui. Mais il faut faire l'analyse. Mais est-ce que cela ne va pas quand même amener les gens à vouloir se faire traiter clandestinement avec des produits qui ne pas vraiment? Non, je pense plutôt que cela devait nous amener à beaucoup plus de discipline, en sachant que si je vais éviter de mettre mes sous dans la prise en charge du coronavirus, il faut que je participe à cette responsabilité individuelle et collective qui est demandée pour éviter, en ayant à l'esprit que le corona ne passera pas par moi. Parfait. Professeur, nous allons devoir jeter un coup d'œil sur les chiffres qui ont été publiés à la date, bien sûr, de 14 juillet 2020 au Togo. Au Togo, le 14 juillet, la situation se présente comme suit. Nous avons 188 cas actifs pour 528 cas guéris, 15 décès, 731 cas confirmés au total pour 36 277 nombre total de tests effectués, 4,70 tests pour 1000 habitants et 1,05 cas pour 100 000 habitants. Ces 14 derniers jours sur toute l'étendue du territoire togolais. Un petit détail pour dire que 10 des 430 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 731. Ces 10 personnes dont les âges sont compris entre 11 et 57 ans se répartissent comme suit. Nous avons 7 cas parmi les contacts, 6 hommes dans le district 2 à Lomé, 1 à Sokodé dans le district de Tchaoudjo, 3 cas parmi les suspects, une femme à Kara dans le district de la Kosa, un homme dans le district 3 à Lomé et un homme dans le district de Golfe à Lomé. 11 nouveaux guéris ont été enregistrés, portant à 528 nombre total de patients guéris de Covid-19 au Togo. Voilà un peu la situation au Togo et c'est déjà même la fin de cette émission. Comment est-ce que vous trouvez ça va Oui, c'est cette tendance à la stabilité. Mais il faut qu'on arrive à descendre en bas de 100 quand même là. Oui. On a soif de voir nos cas, oui, c'est cette cas actifs, pas au-delà de 100. Oui, c'est notre souhait et il y va de l'intérêt et la santé de tous, chacun j'allais dire, de l'implication de nous tous pour que ce nombre puisse baisser en termes de sensibilisation, en termes de responsabilité, si nous nous impliquons. Parce que l'autre chose aussi, c'est que les uns et les autres puissent écouter. Comme vous l'avez dit, vous tournez, vous voyez dans la ville, quand vous voyez un acte qui est contraire à ce qui est recommandé, il faut que celui qui est en face puisse vous écouter. Parfait. Docteur, on va devoir prendre, professeur, on va devoir prendre votre mot de la fin sur le thème qui retient notre attention ce jour, portant bien sûr sur contamination intra-utérine. Oui, au début, il y a eu des doutes, mais aujourd'hui, quelques cas ont été rapportés. Et cela nous interpelle dans notre contexte, oui, où nous devons renforcer les mesures barrières, l'observance de ces mesures-là et protéger les populations vulnérables, dont les femmes. Parce que si la femme n'est pas infectée, elle n'aura pas l'opportunité, pas la bonne ici, mais l'opportunité de transmettre le virus à son fœtus. C'est surtout ça, protéger les personnes vulnérables et observer strictement, scrupuleusement les mesures barrières. Et surtout, portez vos masques. Parce que ça devient payant, obligatoire. L'État avait fait. Si. Et pour les sociétés, ça coûte plus cher. Hein? Ouais. Pour les sociétés. Pour une personne morale, c'est plus cher. Ah bon? Mais je vous invite à consulter ce document. Parfait. Merci beaucoup, professeur Mounérou Salou. Je rappelle que vous êtes bien sûr bactério-virologue à la faculté des sciences de la santé à l'université de Lomé. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité légendaire à nos programmes. On se retrouve demain pour un autre numéro de votre émission COVID-19. À vos questions.